entretien, je crois. Alors, Guillaume Saint-Gall est maître de conférence à l'Université de Tours. Il est spécialiste des littératures africaines anglophones, de théorie postcoloniale et de poétique, ainsi que de traductologie. Donc, je lui passe tout de suite la parole pour la dernière communication de cet après-midi. Merci beaucoup et merci à l'organisatrice. Donc, vous l'avez compris, au vu de la présentation qui a été faite de moi, je suis l'imposteur de service, à la fois le local de l'étape et l'imposteur absolu, puisque contrairement à toutes les personnes qui ont parlé jusqu'ici, je ne suis spécialiste ni de poésie, ni même de littérature française, et encore moins, bien sûr, de Guy Goffet, que je lis depuis longtemps, comme je lis beaucoup de poésie. Je suis un imposteur à plus d'un titre, vu que, quoique non spécialiste de poésie, mais lecteur de poésie, je vais essayer d'en parler. Et alors, j'ai aussi un autre aveu à faire. Contrairement à la plupart des gens ici, je n'en écris pas non plus. Bien, donc cela étant dit, ne vous attendez pas à grand-chose. Voyez en moi le fou du roi, le bouffon, qui peut-être au milieu de ses élucubrations fera ressortir quelques pépites qu'il n'est pas capable de comprendre lui-même, mais dont vous saurez peut-être vous saisir. Alors, ma communication porte sur cet ouvrage ici, Charlestown Blues Selected Poems a Bilingual Edition, qui est un livre présenté donc en bilingue, français à gauche, anglais à droite bien sûr, publié en 2007 aux presses de l'Université de Chicago, avec pour traductrice Marilyn Haka, traductrice et elle-même poète. Et il me resterait pour prolonger, entre autres prolongement du travail, à aller regarder un petit peu sa poésie, ce que j'avoue, je n'ai pas eu le temps de faire. Le recueil est un choix de poèmes en 5 grandes parties correspondant à des parties de recueil, 3 recueils, Un manteau de fortune, Le pêcheur d'eau et La vie promise. Comme je vais citer à partir de ce livre-là, que les autres sont restés dans mon sac, mais je pense que tout le monde saura retrouver les recueils d'origine, je ne perdrai pas le temps à le dire. Culturellement, il est significatif que ce soit la première partie qui donne son titre au recueil. En effet, et vous allez entendre pas mal d'écho avec ce qui a été dit, et notamment par Claire Habig juste avant moi, et j'aurai plein de choses à dire aussi sur la retraduction des termes musicaux d'ailleurs, mais je ne vais pas le faire parce que je ne pouvais pas savoir qu'on avait parlé de ça, notamment dans le dernier poème qui a été analysé d'ailleurs. Peu importe. Donc, en revenant sur les traces de Rimbaud à Charleville, Goffet choisit d'intituler ses vieux dizains au moyen d'un jeu de mots translinguistique qui lorgne du côté des États-Unis, emprunté par facétie à Rimbaud lui-même. Charleville devient Charleston. La question des allusions et des transferts culturels est en soi essentielle à la compréhension de ce qui se joue dans la traduction des poèmes de Guy Goffet en anglais. Dans le texte de présentation et d'éloge qui figure en 4e de couverture, Anthony Rudolph affirme que ce recueil de poèmes, traduit par Marilyn Haka, relève de « ce qui se fait de mieux », je cite, en traduction de poésie. Et pour justifier cela, il précise que la raison en est que Marilyn Haka, je cite à nouveau, ou plus exactement je traduis moi-même la citation, représente le rythme et le vocabulaire ainsi que la diction et le ton de Goffet. Plus qu'une allusion savante mais superficielle au concept heideggérien de représentation, cette précision permet de s'interroger sur ce qui, dans le texte anglais de Haka, relève en effet de la représentation, donc de la tension entre reproduction identique et invention d'un nouveau réseau de signifiants. Et je parle bien du texte de Haka, et si vous avez vu le titre tel que je l'ai fait figurer en tête de l'exemple lié, je parle de ce volume comme des textes Goffet, trait d'union Haka, et je suis en cela l'accord presque devenu majeur en études théorie de la traduction et traductologie, qui incite à ne pas parler d'un original et d'une traduction, mais d'un texte source et d'un texte cible. Métaphore qui ne me convient pas non plus pour d'autres raisons. Enfin, il faut bien faire avec le langage, n'est-ce pas ? La première, alors c'est organisé complètement en vrac, selon des remarques sans réelle structure, donc au moins ça permettra de suivre facilement. Si vous cherchez une structure, il n'y en a pas, donc au moins vous ne vous fatiguez pas. La première catégorie, ce sont des problèmes de forme et de métrique. J'ai pris notamment un exemple dans les vieux dizains, et c'est la première citation, le rimbe de Noël, dont il a déjà été question. Il s'agit de décasyllabes, et de dizaines de décasyllabes, donc de carrés, le plus souvent proche de la structure classique en 4 plus 6, et je dis le plus souvent.
La poésie de langue anglaise, et c'est une des questions que je me suis posée, et c'est pour ça que j'ai commencé par la forme et la métrique, la poésie de langue anglaise n'étant, sauf exception, jamais syllabique, les poèmes de Haka ne se lisent pas, à première vue, comme des dizains composés de décasyllabes. Il est difficile de rendre cette structure numérologique, en quelque sorte. Par exemple, dans Christmas Ramble, donc moi je cite les titres en anglais, le vers 4 est de facto décasyllabique. Vous l'avez ici, je vous ai quand même mis ce qu'il y avait avant, parce que sinon ça n'avait pas grand sens, puisqu'il y a un double enjambement. Never again will we. On en arrive à ce vers 4. Flush out that pair of lovers, winter's fixed, them forever in the muse of ice. Le spondé, en début de vers, est tout à fait habituel dans un pentamètre iambique. Ce vers se lit donc comme un pentamètre iambique et non comme un décasyllabe. Bien entendu, en métrique anglaise, un pentamètre iambique qui ne s'achève pas sur une syllabe non accentuée est généralement constitué de 10 syllabes, mais ce n'est jamais comme ça qu'on le lit, ni comme ça qu'on l'entend. Ainsi, dans ce poème, presque tous les vers, et je parle du texte anglais, presque tous les vers sont des décasyllabes, mais à moins d'un lecteur bilingue ou capable en tout cas de connaître la métrique française, ou d'appréhender la forme carrée des vieux dizains, le texte anglais représente la forme poétique choisie par Guy Goffet d'une façon moins manifeste. La dédicace à William Cliff, poète de langue française, particulièrement connu pour son obsession versificatoire et peut-être même pour sa métromanie, est peut-être une autre indication, mais est-elle plus évidente pour le lecteur du texte cible ? Le deuxième exemple que j'ai pris au sujet de ces questions de forme et de métrique, c'est le premier des poèmes de la lettre à Félicien Robes, dont il a aussi été question à propos du Pornocrates. Et là, ce qui se pose, c'est la question du système de rime, puisque fort heureusement, fort bien encontreusement pour Marilyn Hacker, la poésie de Guy Goffet, en tout cas l'anthologie telle qu'elle est présentée, n'est généralement pas rimée. Là, malheureusement, il y a des rimes, et c'est évidemment toujours un petit problème pour les traducteurs de poésie. Et donc ici, je vous ai donné un exemple de rime convertie, en quelque sorte, la rime et assonance en i, reproduite partiellement ici, dans une rime en bed et said, qui ancielle mon lit et me jette au parc avant que tout soit dit, dans laquelle on se retrouve évidemment, non seulement avec un maintien des rimes, mais aussi un maintien des mots à la rime. Donc là, le lien que crée la rime entre lit et dit est repris dans le bed et said, qui garde également bien sûr la projection sur le futur de avant que tout soit dit. J'avais toute une très belle analyse à vous faire, c'est moi qui le dis, d'autant que je ne vais pas vous la faire, donc vous pouvez me croire sur parole, du troisième poème de Au fond du labyrinthe, et notamment sur le fait que le poème se structure autour de variations endécasyllabiques dans un rejet de la parité qui n'empêche pas d'aller à un moment donné dans le troisième quatrain vers des alexandrins et des décasyllabes pour se clore sur un endécasyllabe isolant au centre. Il faudrait peut-être que je lise quand même ce dont je parle là, parce qu'en plus je ne voulais pas donner celui-là. Pour s'achever sur cet endécasyllabe trimétrique, je me souviens, 4, seulement 3 d'un ciel sans fond, et qui met le seulement au centre de l'endécasyllabe. Alors, je n'ai pas le temps de faire l'analyse, mais ce qui est certain, c'est que ce travail de variation et de tourner autour de l'endécasyllabe augmenté qui est l'alexandrin ou de l'endécasyllabe diminué qui est le décasyllabe est à peu près perdu dans les choix de traduction de Marilyn Hacker. Et quand je dis ça, c'est pas pour dire que c'est pas bien, c'est pour dire que qu'est-ce que l'on voit, et je peux d'ores et déjà vous donner ma conclusion, qui est que quand on lit, donc vous pouvez aller prendre un café, qui est que quand on lit ainsi un texte Goffet-Hacker, ça permet de, selon moi en tout cas, mais c'est peut-être mon anglophilie qui parle, ça permet de mieux lire encore et de relire différemment le texte français. Bien, alors c'était ma conclusion, mais je continue quand même. Deuxième rubrique, les allusions poétiques et l'intertextualité. Dans les variations sur une montée en tramway, à la rime du premier vers, le fumaillant, qui m'a paru être un clin d'œil évident à Verlaine, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, le 17e des poèmes Lucien Létinois dans Les Amours, fumailler vitetto et dépêcher longtemps une vague besogne, et je ne me souviens pas du reste, et je ne l'ai pas noté dans mon papier. D'accord, j'ai la confirmation, ok. Entièrement perdu dans le texte cible, sans que là encore, ça soit un reproche à apporter à Marilyn Hacker. Si l'on se réfère à la traduction du poème de Verlaine par James Kirkup, fumailler avait été étoffé en smoke like chimneys. Ici, Marilyn Hacker, pour des raisons de métrique et du fait qu'elle ne peut pas faire déborder la structure de son vers, traduit ce fumailler par smoking d'une manière donc évidemment un peu aplatie. Marilyn Hacker ne pouvait pas conserver à la fois l'allusion et la structure métrique
des distiques. Au vers 9 de Christmas Rumb, les Two Red Holes en italique, alors que l'acte de désignation typographique de la citation rimbaldienne ne figure pas dans le poème français, elle a sans doute voulu ici compenser le fait que le Dormeur du Val est moins connu a priori du lectorat anglophone que des lecteurs francophones de Guy Goffet. Dans le vers suivant, le texte anglais se clôt comme le texte source sur le mot « Illuminations », qui rappelle le titre du recueil de Rimbaud. En français comme en anglais, c'est au lecteur de saisir l'allusion intertextuelle. Et là, je veux signaler comment, par la typographie, par des négociations, on va dire aussi avec la forme du livre, je pense que l'allusion culturelle intertextuelle est nettement plus perceptible. Ensuite, il faut imaginer un lecteur de poésie américain qui ne lirait pas le français et qui connaîtrait le Dormeur du Val en anglais. Je pense que là, on commence à mais bon, on est dans de la théorie, hein, donc moi, je ne sais pas. Autre exemple d'allusion poétique, le vers 6 de Mont Olympe, sur le fleuve aux bateaux impassibles, qui, selon moi, mais je pense que là, je me pousse quand même du col, doit se lire comme une contripalage intertextuelle, j'ai pas réussi à le dire sans fourcher, une contripalage intertextuelle, ouais, évoquant le fameux premier vers du bateau ivre et ses fleuves impassibles. Or, le texte cible donne ici pour les bateaux impassibles des unflappable boats, dont vous ne trouverez la trace dans aucune des 4 traductions connues et identifiables du bateau ivre en anglais. Donc voilà, c'est pour dire comment il y a de la négociation dans les allusions culturelles. La quatrième vous étant donnée dans l'exemple numéro 3, le ciel à beson est par-dessus les toits, et je vais gagner 10 secondes en explicitant même pas la référence. The sky in Boson is up above the rooftops. Et évidemment, le ciel est par-dessus le toit, n'est jamais traduit par les traducteurs de langue anglaise par rooftops, mais toutes les variantes donnent the roof. Ensuite, ils ne sont pas d'accord sur ce qu'il y a avant, mais en tout cas, ils sont tous d'accord sur roof. Donc là encore, peut-être que le lectorat anglophone aura plus de mal à identifier la référence, j'allais dire presque explicitement verlénienne, dans Pain de coucou ici. Autre exemple sur les allusions poétiques et l'intertextualité, dans celui-ci, je vous l'ai donné, oui, c'est le numéro 4, dans la montée au sonnet, la muse s'impatiente qui tire comme un poète à la ligne. The muse gets restless and tugs like a poet at the line. Et ici, tirer à la ligne, qui a l'idée évidemment de, je vais le dire dans une expression plus familière, pisser de la copie, c'est-à-dire écrire vraiment au maître, en quelque sorte. Ce jeu de mots, évidemment, qui joue sur le double sens, tirer à la ligne, tirer sur la ligne, le vers, la pêche, enfin, tout ce réseau métaphorique très complexe est difficile à conserver intégralement, et on se retrouve avec un poète qui tugs at the line, et donc un poète pêcheur, bon, ce qui n'est pas gênant du tout, hein, vu l'importance de la métaphore filée halieutique dans le recueil, mais il y a évidemment la perte du tirer à la ligne, qui est péjoratif. Et c'est ça, finalement, qui est un petit peu qui est le plus dommage, c'est qu'en fait, quand on dit like and tugs like a poet at the line, on n'a pas l'impression qu'on se trouve face à un poème en anglais qui finalement dévalue l'activité poétique, qui est quand même un des charmes et une des ambivalences du poème ici. Alors il y a aussi des effets de compensation, et j'en terminerai sur les questions d'intertextualité. Par exemple, dans la traduction d'été par Summer, page 76-77, et ça vous ne l'avez pas dans l'exemplier, parce que je l'ai vu qu'hier soir, pardon. Le deuxième quatrain qui file la métaphore théâtrale, alors je vais le lire quand même, puis vous me couperez le sifflet, de toute façon il n'y a pas de structure, hein. Quand j'arrête de parler, j'arrête, la vie est belle. C'est quoi le deuxième quatrain, pardon. Avec le mauvais drame de sa vie, cette vieille partition, on ira bien, à une seule main, sur la scène du cœur, tandis que l'autre, dans la coulisse, bat le vide, cherchant quoi? Un amour qui ne ferme pas à clé. Alors évidemment, j'isole le quatrain, sachant qu'il y a un enjambement de quatrain. Bon. Ce qui m'intéresse ici, c'est la métaphore théâtrale, le drame de sa vie, la coulisse qui a certainement aussi éventuellement un jeu de mots musical, je m'en avise maintenant, mais enfin, bon, c'est parce que je suis sous influence, mais ce qui m'a intéressé ici, c'est la traduction du vers 7, tandis que l'autre, dans la coulisse, bat le vide, puisque bat le vide joue sur battre la mesure et parler dans le vide, et elle est modulée ici au moyen d'une image qui est saw the air, et je cite, while the other one saws the air in the wings, et c'est le verbe saw, S-A-W, qui veut dire scier, donc scier l'air, littéralement, fendre l'air, et in the wings, qui est la traduction la plus évidente et la plus habituelle de la coulisse,
pluralisée donc, et dans laquelle peut-être on a aussi une récupération du long fil de la métaphore d'Icare qui se retrouve ici, à savoir que là les coulisses théâtrales reprennent les ailes d'Icare, ce qui là pour le coup quand je parle de compensation veut dire que peut-être que ce vers est plus riche dans le texte Goffet-Hacker que dans le texte français. C'est pour ça que je répugne à parler d'original et de traduction, et vous voyez, et je persiste même en présence de l'auteur. La dernière chose que je voulais dire sur Saw the Air, littéralement scier l'air, cette métaphore pourrait sembler venir de n'importe où par rapport à battre le vide. On aurait pu se dire, bien finalement, pourquoi ne pas soit traduire par battre la mesure, garder la métaphore musicale, soit parler dans le vide. Eh bien, en fait, Saw the Air, pour un lectorat anglophone éduqué, là encore, cela est une allusion intertextuelle, j'allais dire presque évidente, au célèbre monologue de Hamlet sur l'art du comédien. C'est le mauvais comédien qui fait ça, qui bat des bras et qui fend l'air de ses bras, au lieu de laisser le public écouter ce qui se dit. Et donc la continuité thématique avec le vers 5, le mauvais drame de sa vie, me paraît, sinon renforcée, du moins réellement maintenue. À savoir que ce bas le vide, qui reprend le mauvais drame de la vie, se retrouve ici relié à une figure tutélaire de la métathéâtralité, en l'occurrence Hamlet. J'avais quelques exemples de modulation et je vais vous en épargner la majorité pour me... À quoi sert un exemplier sinon à réduire sa communication, hein, on se le demande. Donc on va se contenter des exemples 5 et 6, j'en avais 3 autres. Oui, bon, qui n'étaient pas intéressants, donc c'est bien de ne pas les avoir mis. Le 5, c'est un extrait de Mont Olympe, s'expose nu aux flèches caniculaires, traduit ici, on a dans le texte de Haka, still exposed the nudity to the arrows of dog days, et donc là, on a plusieurs modulations, puisque l'adjectif nu est ici recatégorisé, mais aussi modulé au singulier en nudity, et il y a aussi bien sûr la modulation métaphorique de caniculaire en dog days, dont on pourrait se demander pourquoi on a ici ce terme en anglais, mais en anglais dog days fait référence aussi aux jours les plus chauds de juillet et d'août, et dans ce que je réinterprète comme un lien beaucoup plus fort avec l'étymologie également du terme canicule, qui est que selon les Romains, il y avait une coïncidence entre la forte canicule, les jours de canicule, et les observations possibles de Sirius qui se trouve dans la constellation du Chien. Alors je ne suis pas spécialiste encore moins spécialiste d'histoire romaine que de poésie française, donc si je dis des bêtises, il faut me le dire. Il me semble donc, si cette hypothèse tient, que la traductrice a explicité, avec Dog Days, un lien culturel déjà présent dans le mot canicule, et on a déjà vu aujourd'hui, je crois, que les chiens jouaient quand même un rôle récurrent aussi et structurant dans les réseaux métaphoriques de l'œuvre goffetienne ou goffetienne, je ne sais pas, goffetienne, on va dire parce qu'il y a 2 T, on va dire voilà. Ce qui est intéressant, c'est que c'est sans doute imperceptible pour les lecteurs francophones, puisque canicule, caniculaire, c'est le terme normal que l'on emploie, on ne se rend plus compte il y a une catacrèse en fait, on ne se rend plus compte de l'image. Il me semble que dans Dog Days, le lecteur anglophone se trouve face à une image moins fréquente qui incite éventuellement à réfléchir. Le deuxième exemple de modulation, c'est l'exemple numéro 6, l'espace innombrable des étoiles, the unmetered distance of the stars. Et il me semble ici qu'il y a 2 modulations. Il y a tout d'abord la modulation métonymique d'espace en distance, et puis il y a surtout la modulation actif-passif de l'innombrable en unmetered, et je lis moi dans cette unmetered, là encore une explicitation de la référence métapoétique. L'espace innombrable des étoiles est lié évidemment à l'espace innombrablement démultiplié des vers et des possibilités rythmiques et métriques. Avec unmetered, on a un texte qui veut dire non, je ne sais même pas comment on dit en français, non métré, non scandé, je ne sais pas, bon, j'y arrive pas. Unmetered, en tout cas, ça veut dire voilà, un vers qui n'aurait pas de structure métrique, et donc un vers libre au titre de la poétique, de la métrique anglophone. La rubrique suivante, ce sont les réinterprétations syntaxiques. Il y a d'ailleurs, je ne peux pas en parler parce que je ne l'ai pas mis dans l'exemplier, mais il y a d'ailleurs dans la montée au sonnet, sur le même vers que tu as cité, donc je vais juste le signaler. Si à un moment donné ça t'intéresse, je t'enverrai ça. Sur le jardin d'ombre dans le tri inachevé du Roitelet prend toute sa mesure.
toute sa mesure est traduite par un his possessif masculin, très étonnant d'ailleurs, je me demande si c'est pas un petit peu une erreur quand même, on a le droit d'en faire, parce que je ne comprends pas très bien ce his, qui ne peut se rapporter ni au jardin, garden, ni au roitelet, winter wren. Normalement, en anglais, il faudrait des its pour ces possessifs-là. Et donc là, il y a un his qui vient un petit peu personnifier, dans la réception, bien sûr, du texte anglais, qui est tel quel, il y a certainement ici la réinterprétation syntaxique vient masculiniser aussi tout ce quatrain-là. Bon, enfin, c'était pour faire un écho à ce que tu disais. L'exemple dont je veux vraiment parler sur la réinterprétation syntaxique, c'est l'exemple numéro 7 de l'exemplier, dans le poème, je ne vais pas y arriver, 8, je crois, H en tout cas, de la lettre à Félicien Rops, ce passage entre parenthèses, car rien ne presse rien, et j'ai vérifié dans le texte des éditions en français, enfin des éditions françaises, il y a bien car rien ne presse rien. En anglais, there is no hurry, virgule, none. Et là, l'absence de virgule, qui est ambivalente d'un point de vue syntaxique, permet en français, lors de la lecture orale, de faire entendre ou non une pause, donc soit de le lire comme rien ne presse, rien, soit évidemment, c'est plus intéressant sémantiquement, me semble-t-il, de faire entendre le deuxième rien comme un complément d'objet direct du verbe transitif pressé. En anglais, cette ambivalence est perdue, puisque Marian Hacker semble avoir tranché, tant en ajoutant une virgule qu'en traduisant différemment les deux riens. Ce n'est pas seulement le lien sujet-objet qui est perdu ici, me semble-t-il, mais aussi la répétition du rien. Rien ne presse rien, no et none. Je suis allé vérifier, mais ça c'est juste pour flamber, mais je ne vais pas flamber longtemps, quand vous allez entendre ma prononciation de l'italien, dans la traduction italienne du poème par Chiara De Luca, un équivalent qui me semble plus proche du texte source, plus ambivalent, perché nulla chi pressa nulla. Et vous avez entendu que je ne parlais pas italien. Bien. Je poursuis avec trois dernières rubriques, mais s'il faut que je m'arrête. 5 minutes. C'est plus rapide que ce que j'ai dit jusqu'à présent. Sur la question des ambiguïtés, il y a à la page 58-59 dans Pain de coucou, le vieux boxer ER, qui est traduit par des old boxer, mais en anglais, en fait, il n'y a pas de distinction typographique possible entre le boxeur et le boxer, le chien. Et donc, du coup, le texte cible ne permet pas l'hypothèse, évidemment, de la distinction orthographique, d'autant que la reprise anaphorique au moyen du pronom possessif his, décidément, peut-être une thèse à écrire sur la traduction des pronoms, des pronoms his et its dans cette traduction. Où est-ce que c'est? The old boxer who can't sleep anymore and who broods over his approaching end at the third floor window in the city de Lila. On a ici donc enfin, alors qu'en français, quand même, si on fait attention, c'est quand même un chien, me semble-t-il, sans trop d'ambiguïté. En anglais, il y a la position dans laquelle il dort qui est peut-être un peu bizarre, mais quand même, voilà, il y a quand même une ambiguïté. Ça pourrait être un boxeur au sens du sportif. Donc je ne sais pas si c'est un enrichissement, si c'est une déperdition. Voilà, là, pour le coup, je me contente de décrire la disparité et les raisons de cette disparité. L'exemple que je vous ai donné d'ambiguïté, c'est dans la citation numéro 8. Et là, je serais vraiment à deux doigts de parler d'erreur de traduction. Mais vous voyez, c'est là, s'il sut jamais rien du visage d'Albâtre, traduit par If he never knew the alabaster face. Et il me semble qu'en français, s'il sut jamais rien, permet une hypothèse dans laquelle on dit peut-être a-t-il su, peut-être n'a-t-il pas su. Alors qu'en anglais, si on dit If he never knew, ça veut dire que ça n'a pas eu lieu du tout. Et il me semble ici que ça devrait être ever. If he ever knew the alabaster face. Mais j'ai peut-être pas très bien compris le poème non plus, ce qui est possible. Hein. Donc, c'est ça qui est pratique quand on est le fou du roi, c'est qu'on a le droit de dire n'importe quoi. Bien. Donc là, je signale juste ça en passant. Mais c'est pour dire que parfois, évidemment, le fait qu'en français, mais c'est lié au même problème que la question du pronom possessif. On a deux opérateurs en anglais, en français, on en a trois en anglais, puisqu'on a des pronoms possessifs neutres. Ici, pareil, en anglais, on a deux opérateurs, never et ever, là où en français, on peut jouer sur l'ambiguïté du jamais. Mais il me semble que le jamais sans le ne, ici, ne permet pas la traduction par never. Sur la question des étoffements et des effacements, bon, il y avait 2-3 remarques sur Chantier de l'élégie et Pain de coucou, je vais laisser tomber. Pour rester sur lettre à Félicien Rops, c'est avec le passage que je vous ai donné dans le dernier exemple. Prêchons-y, péchons-y, que ma dernière nuit reste la plus gironde entre toutes vos femmes.
Et au départ, je m'étais intéressé à ce passage-là en raison de l'étoffement, puisque la plus gironde entre toutes vos femmes, elle est gironde 2 fois, en anglais, ouais, elles sont girondes 2 fois, puisqu'elles sont à la fois curvaceous et buxom, c'est-à-dire elles ont des formes amples et elles sont plantureuses, puisque buxom, c'est vraiment doté d'une forte poitrine, hein, il n'y a pas la moindre hésitation par rapport au sens de ce vers. Donc je m'étais intéressé d'abord à cet étoffement-là, mais du coup j'ai regardé aussi ce qu'il y a au-dessus, préchons-y, péchons-y, avec la répétition, la paronomase, qui n'a pas pu être gardée, puisqu'il n'y a aucun verbe en anglais, ni aucun nom d'ailleurs, qui permette de paronomase entre preach et sin, à moins d'une réécriture qui aurait amené évidemment la traductrice à peu près n'importe où, je pense. Donc c'est sans doute très bien de ne pas essayer de garder une paronomase. Du coup, c'est un paradoxe qui a été formulé, let's preach our sin, en ajoutant quand même un déterminant possessif à ici. Je veux terminer par des compensations et resémantisations. On a parlé de la montée au sonnet, art poétique, avec ce jeu de mots bien sûr sur le sonnet et le sommet, la montée au sommet. As if to spare your mount a bit in the ascent of the sonnet, dans le premier des poèmes. Dans cette série de poèmes, Guy Goffet part d'un jeu de mots fondé sur la paronomase, là encore, sonnet, sommet, pour proposer un itinéraire constitué de 13 syllabes jouant avec la forme du sonnet. Et j'avais pas du tout la même interprétation de la chute, mais moi j'ai pas travaillé dessus non plus. Et j'ai pas fait une thèse dessus surtout. En anglais, la dyade sonnet, summit ne constitue pas une paronomase. À l'oral, elles ne sont pas si éloignées que ça, ni même un jeu de mots clairement identifiable. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'écrit, personne ne s'en rend compte, contrairement évidemment au double N et au double M en français. Dans le titre retenu par Marilyn Hacker, probablement en collaboration avec Guy Goffet lui-même, The Ascent of the Sonnet, aucun jeu de mots n'est clairement audible. Le texte cible compense donc, à un autre moment, cette déperdition inévitable en traduisant la tournure française « ménager l'animal » dans le premier des poèmes de la montée au sonnet, au moyen du substantif polysémique « mount ». As if to spare your mount, ménager sa monture, mais c'est aussi ménager sa montagne en anglais. Et donc ici, on a qui veut voyager loin, ménage sa montagne, ce qui certainement, dans le cas et d'une poésie de pérégrination au kilomètre, pour citer Jacques Réda, et dans une poésie qui s'intéresse à la verticalité et à cette difficile ascension, finalement permet de récupérer à un autre moment, à un autre endroit que le titre, une partie de ce problème. Et je conclus, mais j'ai déjà conclu, mais c'est quand même vaguement rédigé, donc je vais le lire. Il y a 3 phrases, hein. Je ne fais pas des conclusions très longues. Moi. La lecture, ainsi par le prisme du texte anglais Goffet-Aka, permet de se rebrancher différemment sur le texte poétique et sur la poétique même de Guy Goffet. Loin d'être hacké, la parole poétique de Guy Goffet s'en trouve approfondie, reprise et prolongée. Et je précise bien dans un respect très proche de la littéralité. Je me suis intéressé à un certain nombre de moments où la stricte littéralité est difficile à conserver, mais il y a évidemment, c'est très très proche, hein, c'est pas du tout une réécriture. La difficile traductibilité de certaines allusions, de certains jeux de mots, jeux de sonorités, de certaines brachylogies aussi, autorise la réévaluation des formes non traduites au sein même de l'économie textuelle et font donc ressortir un certain nombre de principes. Et notamment, je reviens à l'exemple que je vous ai donné du poème constitué autour d'un décasyllabe. Je n'aurais peut-être pas autant relu ce poème et repassé à l'oral et à voix haute ce poème dans ce jeu sur les éléments bancals, amplifiés, diminués de l'endécasyllabe, des décasyllabes et des alexandrins si je n'avais pas lu la traduction qui, elle, se situe dans une autre tradition métrique. Je vous remercie pour votre attention et votre tolérance.